bienvenue à tous ceux qui ont fait l'effort de s'intéresser à ce sujet. Donc, la SFT, donc la Société francophone de tabacologie, a tenu à être présente dans ce congrès ATHS parce que on cherche aussi à diffuser un peu les connaissances autour du tabac. Cette société a comme fonction de regrouper les gens qui sont tabacologues, qui ont fait souvent le DIU de tabacologie ou qui sont addictologues. Donc c'est quand même une société scientifique, hein, du moins qui se veut comme telle. Donc là, il se trouve que moi, j'en suis le secrétaire général de cette année. On vous accueille parce que, bon, un mot peut-être pour rappeler les bonnes nouvelles de cette année, c'est la baisse, semble-t-il, du tabagisme en France. Ça, vous avez peut-être lu les nouvelles, je ne vais pas le redétailler. Ce serait 17,4% de la population qui fumerait quotidiennement, et ça aurait, après le pic du Covid, ça serait redescendu. Donc la pente serait plutôt bonne. Les problèmes qui se posent, alors il y a une notion qu'on avait traitée ici il y a quelques années, qui était les inégalités sociales favorisent le tabac. Bon, vous retrouverez, c'est parce qu'il y a plusieurs études qui le montrent bien. Donc c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, même si c'est un sujet important, puisque parmi les ouvriers, il y a plus de tabac que chez les cadres. Hein, c'est du simple au double. Donc il y a quand même un vrai problème à traiter, mais ça c'est bien documenté. Et ce qu'on va essayer de, comment dirais-je, de traiter aujourd'hui, c'est plutôt... En fait, c'est un peu... Quand on a écouté ce matin le président de l'association européenne, de l'institution européenne, il nous a dit qu'il faut faire des politiques locales, il faut faire des politiques ciblées, en fait. Et donc, alors, qui dit politique ciblée ne veut pas dire cibler des usagers, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais par contre veut dire bien comprendre les modes d'usage dans telle ou telle collectivité locale en l'occurrence, ou dans tel ou tel groupe, ou du moins tous les gens qui sont touchés autour de ça. Sachant que nous, on a un ennemi commun qui est l'industrie du tabac, qui a des moyens extrêmement puissants, je peux vous dire, beaucoup plus puissants que la société de tabacologie francophone, parce que, évidemment, heureusement que nous avons autour de nous des partenaires comme l'Alliance contre le tabac ou des gens comme ça qui ont des moyens de communication beaucoup plus forts. Bon, nous, on cherche aussi une deuxième chose, et c'est un deuxième objectif très important, qui est un peu oublié d'ailleurs. Vous verrez dans les communiqués qui sont sortis montrant la diminution du tabac, c'est les soins. Parce que l'offre de soins contribue aussi à faire diminuer le tabac. Parce qu'il y a des gens qui arrêtent, qui s'en sortent, mais ils ont besoin d'avoir des soins de qualité pour pouvoir arrêter. Ce n'est pas simplement un effet de propagande ou de contre-propagande, c'est aussi un effet... Les fumeurs, plus de la moitié des fumeurs quotidiens déclarent avoir envie d'arrêter de fumer. Donc si ça marchait, ça se saurait et on aurait une extinction du problème. Or, on ne l'a pas. Donc il y a besoin de soins de qualité pour permettre aux gens qui veulent arrêter. Alors les soins de qualité, bon, on en rediscutera peut-être dans les questions. Ce n'est pas le sujet de cet après-midi, mais nous, en tant que société scientifique, on insiste beaucoup sur cette dimension d'accès aux soins avec des professionnels compétents qui eux-mêmes travaillent avec d'autres professionnels, etc., etc. On construit des réseaux. Voilà. En deux mots, ce que je voulais dire pour introduire ce sujet. Je vais passer tout de suite la parole à Cathy Meyer, qui était à ma droite et qui va à ma gauche. On vous a mis une petite diapo, le temps qu'elle s'installe, sur le congrès de Caen qui aura lieu bientôt. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous avez le site. Voilà. Cathy, à toi la parole. Donc, Cathy est sage-femme à Pau et a travaillé un peu sur ce sujet. Plus que... Voilà. Alors, bonjour Merci. à tous. Donc, je remercie tout d'abord Gérard Peffer de m'avoir
invitée pour cette session, Lisa Ingold pour ses précieux conseils, le temps qu'elle a passé aussi pour travailler le sujet avec moi, et bien sûr Didier et l'équipe de BISIA pour l'organisation pratique. Alors, avant de démarrer, je voulais dire une chose, c'est que mon objectif, c'est pas de blesser qui que ce soit. C'est vraiment pas le but. Ce que je vais faire, c'est présenter des articles scientifiques. Et l'objectif, c'est plutôt de savoir, de connaître un petit peu les difficultés, les problématiques que peuvent rencontrer les populations LGBT+, et de manière à pouvoir mieux les accompagner et qu'au final, ils soient en meilleure santé. Voilà, donc... Au sommaire, donc je vais traiter de l'épidémio et des facteurs psychosociaux. Au sommaire, donc des définitions. Je vais vous donner des chiffres de prévalence du tabagisme, mais aussi de la prise de nicotine, des caractéristiques du tabagisme et de la prise de nicotine chez les personnes LGBT+. Je vais vous parler du stress, de la théorie de stress minoritaire, et au final parler de santé mentale et de polyconsommation. Alors, quelques définitions ou notions sur le genre. Donc, le genre, en fait, il est déterminé par des rôles, des comportements ou des expressions qui sont construits socialement, en fait. Ça n'a rien qui correspond forcément à la nature. C'est plutôt une idée de construction du genre qui est organisée autour du rapport de hiérarchie et de partage de pouvoir, de partage de ressources. Et cette notion va bouger dans le temps, mais aussi géographiquement, et va fluctuer aussi avec l'aspect économique. Alors, on parle de personnes cisgenres, c'est-à-dire que le ressenti de la personne correspond au genre assigné à la naissance, mais on parle de transgenre pour dire que la personne a un genre qui ne correspond pas au genre assigné à la naissance. Et de là découle pas mal de sous-groupes. Donc, nous, on a défini de parler de LGBT+, pour simplifier. Mais L, c'est lesbienne, G, c'est gay, B, bisexuel, T, c'est transgenre. Voilà, donc c'est-à-dire des personnes non diadiques, non cisgenres. Alors, ces identités sont multiples et fluctuantes, ce qui rend les études difficiles. Parce que quand on est jeune, on peut ne pas savoir encore se définir ou ne pas oser se définir, ou d'autres interprétations dont on discutera. Certains se disent gender fluide, d'autres demi-girl, bi-gendered, etc. Donc, c'est pas toujours très facile d'étudier les personnes, faire des analyses sur les personnes LGBT+. Alors, juste pour vous dire qu'en France, j'ai trouvé comme chiffre 10% de LGBT+. À l'époque du baby-boom, ma génération, on en dénotait 4%. Et maintenant, au niveau de la génération Z, on est à 19%. Et selon l'IFOP en 2019, il y aurait environ 83% de personnes hétérosexuelles exclusivement. Et vous voyez les pourcentages, je vous laisse lire les pourcentages des autres groupes. Alors, en termes de prévalence du tabac, cette étude anglaise de 2017 montre que les minorités sexuelles sont plus à risque de fumer. Et on note particulièrement les personnes, je ne sais pas si vous voyez bien, les personnes bisexuelles, ici surtout les filles qui ont une prévalence bien plus élevée. Au niveau de l'alcool, dans la figure dessous, vous voyez qu'on a effectivement aussi une consommation d'alcool plus importante, notamment chez les personnes gays. Chez les étudiants, cette étude menée en Géorgie montre que globalement, les hommes, les étudiants fument plus que les étudiantes, quel que soit le type de produit. Mais les hommes gays ont plus de risques de fumer des cigarettes. Les étudiantes bisexuelles, elles, vont avoir tendance à fumer des cigarettes, des petits cigares
et prendre la cigarette électronique. Être étudiante lesbienne, c'est fumer plus de cigarettes et de petits cigares. Et le fait d'être bisexuel prédit l'usage du tabac, et ainsi que le nombre de produits du tabac. Et ça, cette notion-là, pour les personnes bisexuelles féminines, eh bien, on retrouve dans les études très fréquemment ce nombre de produits du tabac. Alors, sur cette étude qui montre, vous avez ici en abscisse le genre, et vous avez, je ne sais pas si vous pouvez bien lire, en ordonnée, vous avez les prévalences du tabac, et vous avez ici gays et lesbiennes, bisexuels, pansexuels, autres et asexuels. Donc, vous voyez immédiatement que les personnes transsexuelles du genre masculin, les hommes trans, sont plus fumeurs que les autres sous-groupes. Et ce que vous pouvez remarquer également, c'est que les personnes qui sont pansexuelles sont plus à risque, dans tous les groupes, sont plus à risque d'avoir une prévalence élevée. Les jeunes asexuels avaient moins de risque de fumer. Ça aussi, c'est retrouvé dans pas mal d'études. Si on parle du début, on a, suivant la figure de gauche, vous avez des études en fonction du genre. Vous voyez que les minorités sexuelles vont débuter plus tôt. Et si on fait en fonction de l'orientation sexuelle, on a aussi un tabagisme plus précoce. Et 25% des jeunes de l'étude se considèrent comme non-binaires. Ce qui semble un chiffre qui peut surprendre. C'est pour ça que je l'ai noté. Donc cette enquête ciblée en Californie, vous voyez ici, en fonction, en abscisse, les modes de consommation, cigarettes, e-cigarettes, autres produits et multiples produits. Eh bien, vous voyez que la quatrième colonne qui correspond aux femmes cisgenres de minorités sexuelles qui sont plus consommatrices de cigarettes électroniques, mais aussi de plusieurs produits du tabac associés. Et quand on parle des autres produits du tabac, eh bien, ce sont les hommes cisgenres qui consomment plus d'autres produits du tabac, et ça, on le retrouve également aussi dans pas mal d'autres études. Alors, cette étude qui concerne les personnes transgenres aux USA, entre parenthèses, pratiquement toutes les études sont américaines, eh bien, vous voyez sur la figure de droite, les hommes trans qui sont tout à fait à gauche sont toujours les plus consommateurs, que ce soit du tabac, n'importe quel tabac, cigarette, e-cigarette ou cigare. Et c'est suivi par les filles, les femmes trans. Et ensuite, vous avez les hommes qui sont cisgenres, suivis par les femmes cisgenres. Donc, une prévalence plus élevée de ces personnes. Alors, c'est en lien souvent, on retrouve un début précoce chez les personnes trans et le risque de fumer est accru par le bas niveau d'éducation. En ce qui concerne la vape, eh bien, on voit que 13% des adultes LGBT vapotent. C'est le double que chez les adultes hétéros. La vape, le risque de l'utiliser est multiplié par 2 chez les femmes adultes des minorités sexuelles versus des femmes adultes hétéros, et multiplié par 3 chez les personnes transgenres versus les homologues cisgenres. Alors, les femmes bisexuelles ont 2 fois plus de risques de double consommation par rapport à une conso exclusive versus les femmes hétérosexuelles. Par contre, dans les autres catégories, on n'a pas retrouvé de choses qui soient validées, donc significatives. Les produits oraux à la nicotine, eh bien, il faut savoir que maintenant, aux USA, c'est le deuxième produit. Les produits oraux sont les deuxièmes produits
qui sont utilisés par les jeunes, et les personnes LGBT+, versus les personnes hétérosexuelles, ont des risques de 1,5 à 3 par rapport aux personnes donc hétérosexuelles. Et les femmes sont 2 fois plus à risque. Les produits oraux encore, eh bien, vous voyez que sur cette étude, la cigarette est un peu has-been, puisque maintenant, c'est la vape qui domine. Et vous voyez qu'à égalité avec la cigarette, on trouve des gommes, des pastilles, gummies, etc. Et ensuite, vous avez les sachets de nicotine. Eh bien, le problème de ces produits oraux, c'est qu'ils peuvent toucher des jeunes qui ne sont pas tentés par la cigarette parce qu'ils ont l'impression que ces produits sont safe et qu'ils ne risquent rien. Et donc, ça risque d'exacerber encore plus les disparités. En ce qui concerne le tabac chauffé, eh bien, il y a plus de curiosité pour le tabac chauffé chez les populations LGBT+, et un plus grand risque de l'utiliser. Donc, cette méta-analyse, pour finir sur les chiffres de prévalence, montre que c'est sur 30 études, hein, c'est quand même important, elle est récente, de 2021, que vous voyez les chiffres. Hein, ce sont les femmes bisexuelles qui sont les plus fumeuses, suivies des femmes lesbiennes, ensuite les gays, les hommes bisexuels et après les personnes hétérosexuelles. Alors, maintenant, on va parler du tabagisme. Donc, on a dit tout à l'heure que le début du tabac était plus précoce chez les adultes des LGBT+, mais c'est surtout chez les personnes trans et les adultes bisexuels. Alors, 4 caractéristiques. Ils sont plus à risque d'être fumeurs réguliers, plus à risque d'être dépendants, plus de risque de reprise, plus de difficultés à arrêter. Ils vont aussi fumer davantage de produits. Donc vous voyez, oui, vous arrivez à lire, sur la tranche des 19-29 ans, on est jeune, on tente un petit peu tous les produits. Donc on a des consommations un petit peu dans tous les groupes. Sont un peu protégés, ce sont les femmes cisgenres. Et ensuite, vers 30-44 ans, ça se calme, mais à partir de 45 ans, ce sont les hommes bisexuels qui sont plus à risque d'utiliser plusieurs produits du tabac. Et sur la figure en dessous, vous voyez que si les jeunes sont moins dépendants ou pas encore dépendants, c'est parce que le tabagisme est récent, mais après 45 ans, la dépendance monte, surtout chez les hommes bisexuels. Alors, en termes de sevrage, il y a plus de craving décrit chez les étudiants gays et bisexuels comparé aux hétérosexuels, alors que cette association n'est pas significative chez les étudiantes. Par contre, les étudiantes bisexuelles ont moins d'intention d'arrêt versus les adolescentes hétérosexuelles. Pas de différence entre personnes LGB et non LGB en ce qui concerne la dépendance selon l'étude d'Azagba. Cependant, les études précédentes, comme celle d'Austin ou de Matthews, montraient une dépendance plus forte chez les personnes LGBT+. Pour arrêter de fumer, eh bien, les personnes LGBT+, vont davantage utiliser la vape que les traitements recommandés par la FDA. Et donc, on a moins de sevrage obtenu chez les personnes LGBT+. Donc, comment on explique ça ? Donc, c'est Meyer qui a élaboré la théorie du stress minoritaire. Et donc, un modèle de stress des minorités sexuelles postule que les facteurs environnementaux communs interagissent avec le statut de minorité sexuelle et l'identité de minorité sexuelle pour contribuer au stress général, mais aussi à des processus de stress des minorités, comme par exemple la discrimination, la violence, la peur du rejet, et en particulier la peur du rejet par la famille, et on a aussi l'homophobie intériorisée. Et donc, le tabac apparaît là comme un outil de gestion du stress.
Et le risque, c'est qu'avec tous ces stress vécus, en découlent des problèmes de santé mentale, dont les addictions. Alors, quand on cumule les minorités, eh bien, vous voyez sur le tableau de droite que plus il y a de cumul, plus on est à risque d'être fumeur actuel ou de fumer au cours de sa vie. L'analyse de Comte montre que le cumul des discriminations ethniques et raciales et LGBT induisent plus de dépendance au tabac, mais uniquement à partir de 65 ans. Alors, cette diapositive pour montrer que quand on révèle son identité, eh bien, ce n'est pas toujours très, très simple. Et donc, vous voyez que les personnes trans qui sont visibles physiquement versus les non visibles, eh bien, vous avez un risque de fumer des cigarettes ou de vapoter d'environ 1,5 et d'avoir une utilisation double de presque 2. Vous avez aussi les personnes qui révèlent leur identité sur les réseaux sociaux et qui s'exposent, qui ont les mêmes risques que ceux qu'on a énoncés précédemment, versus ceux qui sont un peu plus discrets sur la toile. Alors, les personnes trans ayant expérimenté la discrimination, c'est-à-dire refus d'un emploi en raison de son identité, ou qui ont des agressions ou refus de logement, donc ce qui aggrave aussi les inégalités sociales. Tout cela augmente le risque de fumer, cigarette, de vapoter ou d'avoir un double usage. Et si la personne vit 3 discriminations, il y a 2 fois plus de risque de cigarette, de vapoter ou de faire le double usage versus pas de discrimination. Alors, les discriminations, est-ce que ça entraîne des consommations? Donc, vous avez d'abord cette étude auprès d'hommes à Boston, les hommes sont identifiés comme des hommes gays ou bisexuels. Donc, si ils ont des traumatismes, eh bien, ils vont être plus à risque de fumer versus pas de trauma. Si un seul traumatisme, dans l'année, vous avez un risque augmenté de 1,7. Si vous allez à 4 traumatisme, le risque il est presque à 7. Donc c'est quand même un lien fort. Donc les violences conjugales, les agressions physiques et verbales homophobes et les violences sexuelles dans l'enfance vont être associées au risque de devenir fumeur. Par contre, ils n'ont pas trouvé que être VIH positif modifie le risque de fumer. Alors chez les femmes, la discrimination des minorités sexuelles féminines est associée au tabagisme. Donc, si un grand nombre de discriminations, chez les minorités sexuelles blanches, on va avoir une augmentation du nombre de cigarettes, alors que chez les minorités sexuelles noires, elles vont plutôt avoir des scores de dépendance à la hausse. Alors, juste ce petit encadré pour vous dire qu'il y a quand même environ la moitié des personnes lesbiennes et gays et le quart des bisexuels qui ont subi dans l'année précédente des discriminations en raison de leur orientation sexuelle. Alors, ce qui surprend, c'est que les adultes qui n'ont vécu aucune discrimination dans toute leur vie avaient des risques plus élevés que les hétérosexuels. Donc, les discriminations, ça explique les consommations, mais pas que. Donc, il y a d'autres facteurs. Alors, au niveau des prévalences de substances maintenant, alors cette étude chez les personnes trans versus cisgenres, vous voyez les personnes trans qui sont en foncé par rapport aux cisgenres qui sont en plus clair. Pour ce qui est des polysubstances, vous voyez que les jeunes trans jusqu'à 18, jusqu'à 30 ans, globalement, vont être très consommateurs de polysubstances, et puis ça se réduit dans la vie. En termes d'alcool, donc vous le retrouvez ici, vous voyez que les jeunes jusqu'à peu près 30 ans vont être assez consommateurs, puis après le plateau quand même reste haut versus les cisgenres, mais il reste haut quand même toute la vie. Pour la nicotine, c'est assez surprenant parce qu'il démarre bas finalement, et c'est plutôt à partir de 65 ans
qu'on a davantage de consommation, bien sûr chez les personnes trans, mais même on a cette augmentation chez les personnes cisgenres. Et ensuite, pour ce qui est toutes les drogues, donc vous avez une consommation plus élevée, bien sûr, chez les jeunes parce qu'ils veulent toucher à tout, mais cette prévalence réaugmente un peu en vieillissant. Alors, ce qu'il faut noter dans cette étude qui était intéressante, c'est que chez les femmes trans, la prévalence est 3 fois plus forte pour toutes les drogues, le cannabis, la cocaïne, et 2,3 fois pour l'alcool que les hommes trans. Alors, au niveau des polyconsommations, le fait d'avoir été blessé physiquement dans l'année va augmenter le risque de prendre du cannabis. Un autre point, c'est les hauts niveaux de discrimination vont engendrer des polyconsommations avec des impacts plus sévères sur la santé. Cette étude en Argentine, qui est un pays assez LGBT+ friendly, eh bien, on retrouve après ajustement le niveau d'éducation, les consommations d'alcool et de drogue qui sont associées au tabac. Et dans cette même étude, le manque de soutien social des LGBT+, c'est-à-dire l'isolement, va être associé à des problèmes d'alcool, tabac et de cannabis, marijuana. Alors, une étude qui a été réalisée chez les vétérans, que j'ai retrouvée, mais qui était moins bonne comme étude, c'est que le fait de vivre en milieu rural augmente le risque de tabagisme et augmente aussi les problèmes de stress post-traumatique par rapport à leurs pairs transgenres urbains. En termes de troubles anxieux, donc ces personnes LGBT vont être plus à risque d'anxiété, de troubles de l'humeur, et les femmes bisexuelles ont des risques très, très augmentés. Chez les jeunes de 9 à 14 ans aux USA, c'est Nagata qui a trouvé que l'orientation sexuelle était associée aussi à des symptômes maniaques. Et les LGBT fumeurs, eh bien, dans l'étude de Drecher, eh bien, on retrouve des niveaux d'éducation, des troubles bipolaires et le nombre de jours de mauvaise santé mentale qui vont être associés au tabagisme. En ce qui concerne le stress, il y a 4 origines du stress qui sont décrites par Tania Lejbovic, qui est française. Donc, cette étude montre la stigmatisation subie par les personnes LGB, les stigmatisations qui ne sont pas subies, mais qui sont redoutées. Vous avez aussi toutes les stratégies pour dissimuler son identité sexuelle. Et vous avez également l'homophobie ou biphobie intériorisée comme image négative. Et on sait que le stress favorise l'initiation, le maintien et la rechute du tabagisme. Donc, dans l'étude de Comte, les événements stressants de la vie, les troubles de l'humeur et les troubles anxieux sont significativement associés à un trouble de l'usage du tabac modéré à sévère. Alors, vous voyez les ratios chez les LGBT+, qui sont plus élevés que chez les hétérosexuels. Alors, l'effort de vivre dans le temps ces agressions, d'après Madame El Khoury, dans les résultats de l'étude du baromètre santé publique en France en 2017, montre un grand risque du fait de ce cumul de stress, un grand risque de dérégulation émotionnelle et de problèmes de santé mentale. Alors, on retrouve des niveaux de stress très élevés et des symptômes de stress post-traumatique très élevés également, et que ce soit chez les jeunes, mais également chez les adultes. Et d'après Evan Pauls, eh bien, la fréquence des discriminations, le nombre d'événements de vie stressants et les expériences négatives sont associés significativement à plus de comorbidité. Et on retrouve dans cette même étude 4 fois plus de risques de syndrome post-traumatique chez les femmes bisexuelles versus les hétéro-homologues.
Et dans cette même étude, elle retrouve également qu'un plus grand soutien social est inversement proportionnel aux comorbidités de tabac. Les symptômes dépressifs et suicides, eh bien, on a des scores dépressifs qui sont plus élevés chez ceux qui ont fumé versus chez ceux qui n'ont pas fumé dans l'année écoulée chez les personnes LGBT+. On a 2 fois plus d'épisodes dépressifs caractérisés, surtout chez les lesbiennes, des pensées suicidaires, des tentatives de suicide versus les personnes hétérosexuelles. Et on a 3 fois plus de risques de suicide dans l'année aussi, versus les hétérosexuels également. Une autre étude montre que de 18 à 29 ans, il y a une plus haute prévalence de fumée des cigarettes, ça on l'avait déjà vu, mais aussi on a des scores de symptômes dépressifs qui reflètent un risque élevé de troubles dépressifs majeurs. Toutes les études vont dans le même sens, c'est-à-dire qu'on retrouve une augmentation de risque de suicide, de DSM-5 alcool, tabac, troubles mentaux à l'âge adulte, surtout chez les personnes bisexuelles. Et on a des critères de dépression de 1,5 à 2 fois plus que chez les femmes hétérosexuelles pour les femmes des minorités sexuelles et de 3 à 5 fois plus pour les hommes de minorités sexuelles versus les hommes hétérosexuels. Alors, le rôle de la famille, on retrouve cette étude faite au Vietnam où la famille a un rôle essentiel, et bien pour les personnes LGBT+, donc cette étude a défini si elles vivaient en paix, en pression, donc il y a 5 classes définies allant de la paix, donc elles sont bien, jusqu'à une agressivité extrême de la famille. Et bien, dès qu'on passe à pression, on a une diminution de la satisfaction de vivre, on a une augmentation des symptômes dépressifs, un risque augmenté de tentatives de suicide dans les 2 derniers groupes, très agressifs et agressivité extrême. Pour le tabac, on n'a pas trouvé de significativité, sauf que quand même, les personnes LGBT+, étaient fumeuses à 17% des cas versus 1,4% chez les femmes vietnamiennes hétérosexuelles. Au niveau de l'alcool, la consommation excessive est le résultat qu'on trouve de façon très significative dans le groupe agressivité extrême. Toutes les relations interpersonnelles vont peser, donc le harcèlement, la victimisation, mais surtout le rejet familial qui reste significatif après tous les ajustements versus ceux qui n'ont pas fumé dans l'année précédente. S'il n'y a pas d'acceptation de la famille, des parents, eh bien, ça augmente la détresse psychologique. Alors, chez les hommes, il y a plus de risques de violence physique ou verbale, surtout les hommes qui ont du sexe avec des hommes. Mais eh bien, ils subissent des injures homophobes, des agressions qui vont entraîner des troubles psychiques, des tentatives de suicide, un surrisque de consommer des substances psychoactives et des comportements sexuels à risque. Dans cette méta-analyse de Lloyd portant sur 12 études, eh bien, chez les hommes qui ont du sexe avec des hommes, il y a des histoires de violences sexuelles dans l'enfance dans 27,3% des cas. Ces mêmes personnes vont avoir des violences conjugales à un taux extrêmement élevé de 15 à 39%. Et on sait que le tabac est responsable de nombreuses complications pour les fumeurs VIH+, avec une augmentation des maladies respiratoires, la non-adhérence au traitement, diminution de l'efficacité des traitements VIH, échec virologique et une progression plus rapide de la maladie. Alors, les violences sexuelles, eh bien, les LGBT+, ont plus de risques d'avoir subi des violences sexuelles dans l'enfance versus leurs homologues hétérosexuels. Surtout les femmes bisexuelles avec 2 épisodes de violences sexuelles ou plus, et elles sont quand même 30,6%. Alors que pour les femmes lesbiennes, on est encore à 17,8%, ce qui est énorme, versus presque 10% pour les hétérosexuels. Alors, les femmes ont plus de risques de violences sexuelles que les hommes, et quand elles en sont victimes, elles ont plus d'expérience de stress post-traumatique, alors que les hommes, eux, vont plutôt présenter des troubles d'externalisation comme l'abus de substances suite à ces violences sexuelles.
Au niveau de la discrimination par les soins, donc cette étude parle des anciens combattants qui sont discriminés, mais dans les études américaines, vétéran ne veut pas forcément dire anciens combattants. Vétérans, c'est aussi ceux qui font leur service militaire. Et donc, il y a d'autres études, mais elles étaient moins bien faites sur la discrimination. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé d'études mieux faites sur la discrimination pour les soins, pour les populations LGBTQ+, puisque là, c'était Q+, dans cette idée-là. Et je voulais mentionner cette histoire assez récente d'un gynécologue palois qui est passé en correctionnel pour transphobie. Et donc là, je remercie le docteur Daguebier qui est gynécologue de ce fait, qui prévoit maintenant du coup de former davantage par son journal et aussi par les congrès qu'il organise des formations pour savoir prendre en charge correctement, avec un bon accompagnement, les personnes trans quand elles ont besoin de soins. Donc, en conclusion, pour accompagner les patients LGBT+ en consultation, eh bien, il faut savoir bien repérer, évaluer leurs problématiques pour pouvoir faire du sur-mesure pour accompagner au mieux ces personnes vers le sevrage, favoriser l'accès aux soins, c'est-à-dire aussi travailler sur la communication, l'accès aux soins physique, mais aussi en santé mentale si besoin, et surtout la nécessité de former les soignants à l'approche de ces personnes et aux soins de ces personnes. En prévention, c'est dénormaliser l'usage du tabac, organiser, là c'est politique, hein, c'est organiser la protection des personnes LGBT+, des discriminations et des violences. Et le bénéfice, je le rappelle, il est incontestable pour tous, en termes de santé physique, en termes de santé mentale et de qualité de vie. Et donc, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à me poser toutes les questions et je ferai de mon mieux pour répondre en fonction de ce que j'ai pu lire dans la littérature et de mon expérience. Merci Cathy pour ce tour d'horizon parce que c'est complet. On va faire les questions tout de suite parce que je pense que c'est pas si vous voulez. On a un peu de temps, on n'a pas chargé l'après-midi exprès pour qu'on puisse avoir des vraies discussions et que vous bénéficiez un peu de toute sa littérature, enfin, cette analyse de la littérature. Ce qui est... Oui, j'ai lu, j'ai tapé sur PubMed, j'ai eu à peu près 110 articles, et puis après j'en ai grappillé à droite, à gauche pour essayer de faire quelque chose qui fasse un tour d'horizon le plus complet possible. Mais il n'y a qu'une étude française. Disons, c'est ça moi qui m'inquiète. En France, en fait, il y a eu le BEH. En fait, c'est surtout le BEH où il y a eu plusieurs auteurs sur ce BEH qui parlaient des LGBT+. Mais les études sont principalement américaines, quelques études anglaises. Ouais. Voilà, j'ai trouvé cette étude vietnamienne sur la famille, mais ouais. Et voilà, donc il y a très peu d'études. Une étude en Argentine. Ah, en Argentine, oui. C'est ce que tu disais comme une espèce de contrôle par rapport aux autres, c'est ça? Dans un pays qui accepte mieux. Alors oui, apparemment, c'est un pays qui accepte mieux. Et acceptait, parce que... justement, il y a des déplacements de population LGBT+, vers Buenos Aires, où ça se passerait mieux. Bon. En espérant que ça continue. Mais ça, c'est un autre problème. Après, ces questions, enfin, on va voir par la suite. Allez-y, mais... si vous avez des... Oui. Vas-y. On vous donne un micro pour que ce soit enregistré. D'accord. Oui. Bonjour. Donc, je suis Norman Terribou, psychologue à Paris. Merci beaucoup pour cette présentation et puis pour tout le travail colossal de revue de littérature. Moi, il y a un chiffre qui m'a un peu interpellé et que je ne sais pas très bien interpréter. Et je voudrais bien votre éclairage. À peu près... Première moitié du diapo, il y a un graphe qui présente l'usage de tabac en fonction de l'orientation sexuelle. Et le chiffre qui m'interpelle, c'est que dans la dernière tranche qui était répartie selon l'âge, c'était la population bisexuelle qui semblait vraiment avoir un pic très important. Oui. Je ne saurais pas bien comment interpréter ce pic-là par rapport aux autres populations qui sont... Alors, les populations bisexuelles, je ne pouvais pas parce qu'on est limité dans le temps.
surtout les bisexuelles femmes, sont des populations qui sont très en difficulté parce qu'en fait, ils sont acceptés par personne. Parce qu'en fait, ils sont ni hétéros, ni lesbiennes ou gays. Et donc, ils sont rejetés par un peu tout le monde, ce qui explique... non, c'est toujours pas là. Mais non, je vais passer. C'est une espèce d'escalier, là. Ouais. C'est ça, hein? Ça s'est produit. Voilà, c'était là, non? Non, c'était un autre graphe en histogramme, je crois. C'était vraiment la première partie. Bon. On voyait effectivement, de mémoire, je crois que c'était les hommes bisexuels qui avaient vraiment un... Ah, mais là, peut-être la première. Oui, alors là, c'est les personnes bisexuelles qui sont plus, qui ont une prévalence plus élevée, mais les femmes sont au-dessus, en blanc. Il me semble que c'était pas celui-là non plus, mais bon, c'est pas. En gros, ce qui me posait vraiment question. Alors, les populations bisexuelles, elles sont rejetées par les populations lesbiennes et gays, et elles sont rejetées par les hétéros parce qu'ils disent, mais en fait, toi, t'es gay ou toi, t'es lesbienne, c'est pas possible. Les gens veulent ranger dans des cases noir ou blanc, mais pas, voilà, mais pas d'aller à... Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui pourrait expliquer, parce que sur le graphe, c'était vraiment réparti selon l'âge, et c'était vraiment la dernière tranche où on voyait de mémoire un vrai boom sur cette population-là. C'est pour ça que c'est difficile, ça me semblait difficile à interpréter, y compris sur les questions de stress minoritaire. Oui, c'est celui-là, en haut. Celle-là. Alors ici, c'est les personnes bisexuelles hommes qui consomment plus un nombre, enfin, pas qu'un seul produit du tabac, c'est plusieurs produits du tabac, et aussi qui sont plus dépendants. Et là, c'est les hommes qui se détachent. L'explication... Est-ce que ça pourrait être éventuellement, mais je n'avance pas scientifiquement là, mais des personnes qui auraient caché leur orientation sexuelle pendant longtemps et qui, à 40, 50, 60 ans, s'assumeraient davantage, et en même temps, ça n'explique pas pourquoi ils consommeraient plus. Mais est-ce que typiquement, ça a pu être contrôlé sur, je sais pas moi, la situation affective, la solitude? Est-ce que ça pourrait expliquer, peut-être, j'en sais rien, est-ce que les statuts finalement affectifs sont différents au bout d'un moment dans l'âge? En tout cas, c'est vrai que ça pose question, cet énorme pic. Alors, il y a aussi l'historique, c'est-à-dire que moi qui suis plus âgée que vous, on ne parlait pas du tout, c'était peut-être tabou, on ne parlait pas du tout des minorités sexuelles, des personnes lesbiennes ou autres, il y a 40 ou 50 ans. Donc les personnes qui ont un âge un peu plus avancé ont peut-être dû dissimuler davantage, ou je ne sais pas, et du coup se retrancher derrière ce tabagisme. Parce qu'on retrouve aussi chez les personnes de plus de 60 ans plus de tabagisme, et l'alcool qui est quand même aussi encore élevé, et plus de produits. Donc je pense que maintenant on en parle plus, il y a officiellement moins de discrimination, même si les violences restent à peu près stables dans les chiffres. Globalement, être gay, être lesbienne, ça nous pose pas ça nous pose pas de problème. On est c'est une personne comme une autre, et c'est tout. Alors qu'autrefois, on n'en parlait pas, et le fait qu'on n'ose pas reconnaître peut-être une identité ou quoi, peut-être que du coup, les personnes se sentent, je ne sais pas si vous interprétez tous comme moi, mais se sentaient peut-être plus exclues, de se sentir différents et de ne pas pouvoir en parler. Voilà, je ne sais pas si c'est une idée comme ça. Je sais pas, vous avez peut-être dans la salle, il y a des réactions. Hein. Moi, je ne suis pas trop convaincue, et surtout, ça me fait penser à ce que... Oui. Je pensais soulever sur les recommandations que vous faites où on parle de la question d'aborder la question peut-être de l'orientation sexuelle des gens, ou le prendre en compte pour mieux prendre en compte les stratégies de prévention ou de sevrage par rapport au tabac. Je me demande dans quel cadre de consultation, en fait, on va demander aux gens s'ils ne sont pas hétérosexuels. Moi, ils nous le disent. En tout cas, moi, la question ne se soulève absolument pas. De même qu'on ne se pose pas trop la question de la santé sexuelle en général, mais encore moins celle de l'orientation. Et du coup,
Je ne sais pas. Je sais pas si c'est si pertinent. Alors, On en parlera un petit peu tout à l'heure. oui, On va y revenir avec... En consultation de tabacologie, c'est vrai que beaucoup d'emblée, comme moi je pratique le sur-mesure, hein, les gens en parlent spontanément, quoi. Donc, ok. voilà, donc on fait avec ce qu'ils nous livrent. Après, nous, on ne va pas leur demander... Et donc, du coup, les gens qui vont en parler spontanément sont des gens qui sont outés. Et donc, Qui sont, pardon? J'ai pas compris. Qui assument une non-hétérosexualité publique. Ou en tout cas, Oui, au ou ils moins le avec disent leurs en tout cas en praticiens. consultation. Ils ne le chantent peut-être pas sur tous les toits, mais... Je suis d'accord avec vous. Je pense Voilà. qu'on ne le chante pas forcément sur tous les toits. Et donc, je ne suis pas certain que ce soit si OK que ce que Oui, vous tout disiez. à fait, tout à fait. C'est pas toujours très facile. C'était juste ça que je voulais. Tout à fait, c'est pas toujours évident. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Moi, j'en avais une à te poser, parce que À deux pièges. tout à l'heure... Non, mais tu as fait une diapo où on voit des enfants de 9 à... De 9 à 14 ans, Bon, moi voilà. j'étais un peu sidérée Et du coup, déjà que... je me suis dit, mais après tout, est-ce que quand on a 9 à 14 ans, qu'on est à la recherche de son orientation sexuelle, ce qui est normal, parce que c'est ça, est-ce que, faute de réponse, on peut se tourner plus vers l'usage de tabac? Est-ce qu'on est... là, c'est la question, c'est la vision du tabacologue, hein, c'est pas la vision... comme on va consommer plus de tabac beaucoup plus tôt, la consommation de tabac sera d'autant plus importante plus tard, puisqu'on... Enfin, vous le savez, vous avez les notions, hein, maintenant. On sait que plus c'est commencé tôt, plus c'est difficile à soigner. Est-ce que ça pourrait être un facteur intéressant à repérer? Ben c'est sûr, mais après, ça dépend quel public on a en consultation. Nous, en tabaco, on n'a pas les 9-14 ans. Donc, Non, mais tu peux le retrouver dans les antécédents. On peut le retrouver, voilà. Non, c'est plutôt ça. C'est demander aux gens, dans ces cas-là, s'ils n'ont pas démarré plus tôt leur consommation de tabac, exposé plus tôt, donc leur expliquer que ce n'est pas lié à leur problème d'orientation sexuelle, c'est que c'est tout bêtement lié au fait qu'ils ont commencé trop tôt les substances. Et en termes de prévention, ben là, on a un point fort non discriminatif, parce que c'est valable pour tous les enfants, mais enfin c'est d'autant plus valable d'intervenir, ce qui probablement ensuite permettra de diminuer, ou du moins de moins se dire que c'est le problème d'orientation sexuelle qui entraîne la consommation de tabac. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais alors c'est quand même assez compliqué l'histoire, parce que certains perçoivent très jeunes, si on lit des romans de personnes LGBT+, eh bien les personnes disent que très jeunes, ils percevaient une différence. Ça, c'est ce qu'ils reconstruisent après. Oui, exact. Mais ils disent ça, et quand il y a des enfants qu'on voit, qu'on côtoie, et on se pose la question, et après des choses apparaissent plus tard. Et en plus, curieusement, donc ça fait poser plein de questions. Hein, j'ai pas de réponse là-dessus. Hein. Franchement, je peux pas vous dire. Je peux pas. Mais curieusement, ce sont des enfants qui sont aussi plus victimes de violences, notamment de violences sexuelles, quand ils seront plus tard. Ils feront partie des personnes LGBT+, si bien qu'un auteur disait, est-ce que c'est la cause, et que c'est la cause, ou est-ce que déjà ça se voyait et que du coup ça les a fragilisés et qu'ils se sont fait agresser. Moi, ça, je vous livre ce que j'ai lu, mais bon, à vous d'en penser ce que vous voulez. On va passer la parole à Gérard, du coup. Parce que là, j'ai vu qu'on commençait à déborder dans le temps. Excusez-moi. Merci, Cathy. Alors, Gérard Peffer, pendant qu'il met ses diapos, donc il est pneumologue à Metz, tabacologue, administrateur de la Société francophone de tabacologie depuis des années. Et voilà, je te passe la parole. Bien, merci. Bonjour à toutes et tous. Vous avez vu donc l'importance du sujet, et personnellement, donc, je remercie le bureau de l'ASFT, sa présidente Alice Deschenaux, son secrétaire général ici présent,
de m'avoir demandé de discuter avec vous du rôle du marketing. Donc le sujet, c'est le marketing du tabac à l'épreuve de la diversité. Alors je n'ai pas de lien d'intérêt. Je remercie Jean Perriot et le professeur Thomas qui m'ont donné un certain nombre d'éléments pour préparer cet exposé. En pratique, vous savez que l'industrie du tabac a depuis longtemps proposé une stratégie très agressive pour que tout le monde fume. On a commencé par cibler les hommes, puis les femmes, puis les jeunes. Tout ça a subi un certain nombre de restrictions, de contournements que vous connaissez. Et aujourd'hui, on est à l'ère numérique et on va revoir l'importance des réseaux sociaux dans la promotion du tabac où l'industrie est extrêmement active. Donc je vous rappelle juste quelques campagnes un petit peu historiques. Tout le monde se souvient de la campagne de Marlboro Man, dont la plupart des personnes qui allaient être les mannequins qui allaient promouvoir le tabac sont morts dans la suite de cancer du poumon. Certains ont même fait des procès à l'industrie du tabac à la suite des publicités pour lesquelles ils avaient été payés. Les femmes, vous connaissez bien sûr ces campagnes de Virginia Slims, la cigarette minceur, et puis les enfants ont été incontestablement aussi ciblés. Et vous avez cette vieille étude du JAMA où on voit qu'à l'âge de 6 ans, les enfants reconnaissent à la fois Mickey, mais aussi le sigle de la Camel. Alors, quid des LGBT+ dans ce contexte? Eh bien, l'industrie du tabac a très rapidement compris que c'était, comme ils expliquent, un segment à fort potentiel de tabagisme et que donc il fallait absolument attiser cette envie de tabac dans ces populations. Pourquoi y a-t-il une prévalence élevée? Cathy vous a déjà expliqué les principales raisons, dont ce stress minoritaire, cette stigmatisation, le manque d'accès aux soins de santé, qui est surtout ressenti plus aux États-Unis, semble-t-il. Mais moi, mon rôle, c'est de vous parler du marketing. Un ancien cadre de l'industrie disait dans les documents internes de Big Tobacco, qui ont été dévoilés suite au procès que vous connaissez, les gays sont des leaders d'opinion, s'ils adoptent nos produits, les autres suivront. La prévalence que Cathy a bien mise en évidence, que ces populations LGBT+ sont plus fumeurs, semble un petit peu moins présente dans les études toutes récentes. Il y a eu quand même une baisse du tabagisme également dans ces populations, comme on la voit dans la population générale. La diapo suivante, c'est suite à une discussion que j'ai eue avec Lisa Ingold, qui m'a fait remarquer que dans mon topo, je n'avais effectivement pas d'éléments. Je la remercie de m'avoir mis le doigt sur cet élément pour un marketing spécifique en France pour ces populations. Pourquoi? Parce que peut-être les études, je ne les ai pas trouvées, il y en a peut-être. Peut-être aussi parce que la législation française est quand même très en avance par rapport à pas mal de pays, quoi qu'on en dise. Et donc, ce que je vais vous raconter, c'est plus sur des analyses internationales et des documents cachés de l'industrie du tabac qui sont devenus publics dans un deuxième temps. Je vous conseille de regarder le site Truth Initiative, qui est un site en anglais, essentiellement d'origine Grande-Bretagne, qui est très bien documenté sur ces questions. Comment traiter le sujet? Je vous propose d'abord de faire très rapidement le marketing historique, ensuite de voir où on en est aujourd'hui, et puis ensuite, la troisième partie, ce seront les contre-mesures, donc la dénormalisation. Alors, je vous ai fait juste un petit historique. Vous voyez que ça commence dès les années 1985, où Philip Morris International dit « nous devrions nous intéresser à eux ». Eux, c'est les homosexuels. Et ils mettent rapidement des publicités dans les journaux gays. Ils veulent orienter certaines marques de cigarettes vers ces populations, mais en fait, ils choisissent une autre marque, et en particulier Marlboro, qui est une fois de plus choisie, et on sait bien la publicité très très puissante de Marlboro. À partir de 2010, on va en reparler, les réseaux sociaux,
Et puis 2016, c'est cette publicité que vous avez sûrement vue pour la vapoteuse Blue. Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous recommande de regarder cet article de 2024 qui étudie justement l'ensemble des stratégies qu'ont utilisées les compagnies de tabac pour cibler ces différentes populations. Alors je vais passer en revue les principaux thèmes. D'abord, la publicité spécialisée, donc dans les médias LGBT+, avec des campagnes spécifiques comme I Choose, donc vous voyez l'image, ou Reynolds qui fait Soyez fiers de votre saveur. Et ce qui est important, c'est de voir s'il y a un retentissement sur la consommation de tabac dans ces différentes populations. Et la réponse est positive avec une étude qui montre une probabilité significative de consommation plus élevée après ces différentes publicités. Il y a ensuite toute une série de campagnes qui sont des campagnes assez spécifiques. Fumer, ça c'était déjà connu, valorisation de la liberté, de l'affirmation de soi. Mais là, on voit qu'il y a des résonances fortes avec les luttes féministes. Et vous avez ces campagnes comme Come a Long Way Baby, qui sont assez significatives et assez ciblées. Vous avez également tout le rôle esthétique, qui est particulièrement important, avec tous les visuels que l'on connaît, arc-en-ciel et autres, pour créer un sentiment d'appartenance. Et ceci se retrouve dans les campagnes de publicité, qui veulent donner une image inclusive, qui s'adapte parfaitement donc à cette population, et dans ce qu'on appelle le pink washing, sur lequel je n'ai pas trop le temps de développer, mais on pourra en rediscuter si ça vous intéresse. Il y a des campagnes particulières comme Freedom to Inhale, donc c'est la liberté de respirer, qui est comparée à la liberté de se marier, entre guillemets. L'industrie du tabac prétend soutenir les LGBT+, et en fait continue de verser parallèlement des dons à des politiques homophobes, en particulier aux États-Unis. Il voudrait vous faire croire que la liberté d'épouser la personne que vous aimez équivaut à la liberté de respirer. On voit parallèlement à ça le développement d'un sponsoring très large, et en particulier, il y a toute une littérature sur les bars de San Francisco, des quartiers homo, en particulier de Castro, où historiquement, tabac et alcool étaient associés à la convivialité. L'industrie du tabac a exploité ces lieux. Ils ont distribué gratuitement des cigarettes, ils ont fait des parrainages, ils ont fait des dons philanthropiques pour les organisations LGBT+. Ils ont offert des porte-clés avec des petits flacons en verre dont on pense que c'était un petit peu pour transporter de la drogue. Donc ils sont très proactifs pour distribuer en quelque sorte des produits licites et illicites. Le tabagisme, dans cette étude australienne, était comparé à un véritable rite d'intégration communautaire. On voit également qu'il y a une participation de l'industrie du tabac aux marches des fiertés, les fameuses Pride que vous connaissez, aux événements musicaux, festifs et culturels. En fait, l'industrie est faussement philanthropique, puisqu'on voit que différentes campagnes montrent en particulier que, encore une fois, Philip Morris avait lancé un boycott, avait été le fait d'un boycott de Act Up, parce qu'ils avaient soutenu des sénateurs aux États-Unis qui étaient essentiellement contre les droits LGBT+. Et ensuite, face à la pression, PMI a financé des programmes de lutte contre le sida, vous vous souvenez de cette période, en quelque sorte pour essayer de se réhabiliter. Dans ces populations, on voit également un ciblage de l'industrie pour utiliser le menthol. Le menthol est particulièrement addictif et on voit effectivement qu'il y a 30% d'augmentation d'utilisation du menthol dans ces populations et c'est retrouvé également chez les femmes. Donc, si je veux synthétiser cette partie, on voit que globalement, l'industrie a depuis très longtemps fait un marketing extrêmement agressif pour inciter les populations LGBT+ à fumer et à fumer plus.
Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, tout a changé et l'industrie du tabac, du fait de toutes les interdictions qu'on connaît, est bien obligée de s'adapter. Toutefois, vous avez vu, encore tout récemment, c'était en janvier 2025, dans les rues de Paris, une énorme banderole se déployait qui était en fait une publicité pour des sachets de nicotine de British American Tobacco sur la façade d'une église qui était en réfection, en rénovation. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y a immédiatement eu une réaction et la banderole a été déposée en quelques jours. Néanmoins, il y a toujours un essai de contourner toutes les interdictions. C'est une industrie qui est extrêmement active. On voit qu'il y a aussi beaucoup de nouveaux produits qui sont actuellement diffusés, comme les sachets de nicotine, et l'industrie de la Formule 1, qui historiquement était très connue comme étant un vecteur de publicité massif pour le tabac, a vu également la publicité pour les sachets de nicotine, ici la marque Vélo, sur une voiture de Formule 1, pourquoi pas. Et on a vu également que cette industrie s'est totalement adaptée au moment où ça a été interdit de mettre des pubs en Formule 1. Qu'ont-ils fait? Ils ont mis des pubs pour les substituts nicotiniques. Donc c'est une industrie qui sait s'adapter. De nos jours, comment apparaître alors qu'il y a des interdictions un petit peu partout? Eh bien, il y a tous les films, et en particulier les films LGBT+, avec beaucoup de scènes de tabac. Je vous ai mis que quelques films là qui sont classiquement connus. Et puis il y a une autre industrie, c'est la mode, qui est une industrie quand même assez inclusive historiquement. Et on voit maintenant dans beaucoup de défilés de mode apparaître des cigarettes. C'est tout à fait typique et c'est un bon vecteur puisqu'il y a des tas de photos qui sont faites et qui sont publiées par la suite. Bon, de nos jours, vous vous en doutez, sur les réseaux sociaux, qui vont être particulièrement engageants. Et là, on voit des influenceurs LGBT+, qui font la promotion du tabac. Je vous invite à lire les comptes rendus de l'Alliance contre le tabac, qui regroupe, je crois, 21 associations en France, qui a recensé toutes ces publications. Et vous voyez que ça a touché plus de 100 000 personnes. Et 24 millions de personnes qui ont été touchées par tous les posts qui ont été ensuite diffusés, relayés par ces contenus sociaux. On voit qu'il y a par exemple des distributions de coupons. Ce sont des jeux et on vous donne des coupons qui vous permettent de gagner des lots. Et on voit en particulier que sur certains réseaux sociaux comme Facebook, c'est beaucoup plus actif pour les LGBT+, que pour les non-LGBT. On voit également ce qu'on appelle la gamification de l'addiction. C'est-à-dire qu'en fait, les influenceurs vont proposer des produits dans le contexte de jeux. On a déjà parlé un peu des addictions et des jeux qui peuvent rendre addictifs. Ben là, vous avez la Smart Vape. C'est un outil tout à fait classique maintenant où vous avez combiné sur la même cigarette électronique, sur la même vapoteuse, un système qui vous permet de jouer en ligne en appuyant sur différentes touches. Et quand vous perdez, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous vapotez, ensuite vous rejouez, etc. Et donc vous rentrez dans un cycle infernal. Il faudrait quand même réfléchir sur la commercialisation de ce type de produit. Aujourd'hui, ça va même plus loin, puisque le marketing va être dans l'Internet immersif, où en fait les jeunes vont être en contact avec des avatars qui se mettent à fumer, avec tout le matériel du fumeur disponible. Ce sont des fêtes virtuelles, mais les jeunes se retrouvent dans ce contexte, avec tout un tas de produits qui sont mis sur table. Et puis, ils ont également des jeux avec des objets qu'on appelle des NFT, Non-Fungible Tokens, qui sont des espèces de jetons que les jeunes vont gagner. Et quand vous gagnez, vous continuez de jouer, puisque vous allez ensuite gagner plus. Et tout ceci, et c'est une exposition permanente à fumer de plus en plus, avec des mises en scène de produits dans des contextes sans qu'on fasse véritablement toujours présence explicite du tabac, mais il est indirectement suggéré. On voit également, comme vous l'a dit Cathy tout à l'heure, donc je vais passer vite, que la vapoteuse est très développée dans ces différentes populations. Elle vous a bien rappelé l'importance de la prévalence et surtout qu'elle est
l'utilisation de ces vapoteuses est perçue comme moins toxique par les LGBT+. Et puis, on a vu durant la Covid qu'on avait un recours beaucoup plus fréquent à ces différents autres produits du tabac. On voit que le marketing pour la vapoteuse est particulièrement développé dans les populations LGBT. On voit également que l'industrie du tabac a racheté quasiment toutes les marques de vapoteuses. Et quand c'est l'industrie du tabac, on devient, nous, très très inquiets. La e-cigarette étant considérée comme étant un safe space. Et donc ça pose quand même tout un tas de problèmes. Si vous regardez l'exposition à la e-cigarette dans les médias, vous voyez ici sur une étude sur une trentaine de jours, en comparant l'exposition chez les personnes non LGBT et LGBT, qu'il y a une différence. Par exemple, sur Facebook, vous voyez la barre noire, c'est LGBT. Les LGBT sont beaucoup plus marketés sur Facebook vis-à-vis de la e-cigarette que les non-LGBT, alors qu'à l'inverse, vous voyez qu'à la télévision classique, on voit moins de publicité sur ces réseaux, que sur les réseaux sociaux. Donc c'est tout à fait typique. On a un ciblage adapté à ces populations et ça continue d'être présent. Je vais passer sur la diapo suivante qui simplement est un rappel de la publicité pour la vapoteuse qui rappelle étrangement celle de la cigarette. Vous avez tous les grands classiques, hein. Le vapotage évite de prendre du poids, le vapotage est recommandé par le médecin, le vapotage est représenté par les scientifiques, et puis la corrélation sexuelle que vous voyez en bas à droite de la diapo. Alors comment ceci est-il ressenti par les populations LGBT+. Eh bien, vous avez cette étude qui vous a déjà été citée tout à l'heure du BEH, le bulletin épidémiologique hebdomadaire, que vous pouvez trouver en texte complet, sur la stigmatisation des minorités sexuelles. Et puis, on voit bien que dans ce contexte, le tabac est présenté par le marketing comme un outil du stress, de gestion du stress, comme un anxiolytique social. On voit également l'importance des problèmes de santé mentale que Cathy vous a déjà expliqué, en particulier l'homophobie dite intériorisée, c'est-à-dire la honte ressentie par une personne envers sa propre orientation sexuelle. On voit qu'il y a une surexposition au harcèlement chez les jeunes, et cette surexposition au harcèlement augmente les risques de commencer à fumer. Comment ceci est-il perçu ? Eh bien, quand on fait des groupes de discussion avec des personnes LGBT+, on voit qu'il y a des préoccupations éthiques et sanitaires sur la manière dont l'industrie va exploiter les vulnérabilités de ces groupes. On voit qu'il faut développer des stratégies de prévention qui sont culturellement adaptées et qu'il faut apprendre à ces populations en particulier à développer une vigilance vis-à-vis des tactiques de l'industrie du tabac. Donc, en synthèse, je pense, j'espère vous avoir convaincu que l'industrie était particulièrement puissante pour des stratégies de marketing qui ciblent ces populations. Que peut-on proposer en réponse ? Eh bien, c'est la contre-mesure, c'est la troisième partie, c'est la dénormalisation du tabac. Donc, vous le savez, c'est l'ensemble des stratégies qui visent à modifier la perception du tabac. Le tabac doit être moins acceptable, moins désirable, moins visible. À partir de là, ce sont des politiques publiques que vous connaissez, et ce sont aussi des campagnes de sensibilisation. Ce sont des restrictions, et ce sont des actions communautaires, et ça c'est particulièrement ce qui nous intéresse pour le sujet d'aujourd'hui. Éviter l'entrée en tabagisme, ça c'est la meilleure stratégie, éviter que des jeunes se mettent à fumer. Plus le tabagisme est précoce, plus on va avoir les conséquences pour la santé, on le sait. Ensuite, accompagner les fumeurs à l'arrêt et agir sur l'économie du tabac. Donc, travailler sur toutes les interdictions de la publicité, augmenter les zones protégées, augmenter le prix, faire des actions législatives et aussi améliorer la transparence. Où on en est en France de la dénormalisation, dans le BEH 2025, vous avez cette étude qui montre chez les 18-75 ans en France
À l'heure actuelle, où en est-on au niveau du tabac quand on est fumeur? Est-ce qu'il est moins bien accepté? On voit effectivement qu'il y a 53% qui pensent que le tabac est plutôt moins bien accepté à l'heure actuelle, qu'on est moins bien accepté quand on est fumeur. Et puis, est-ce que la société désapprouve le fait de fumer? On voit qu'il y a à peu près quand même 66% qui désapprouvent le fait de fumer. Donc il y a quand même une progression de l'idée de dénormalisation sur les dernières années. Qu'en est-il pour les personnes LGBT+? Bien, il y a encore manifestement un manque de mesures adaptées et encore un accès limité aux soins, parce qu'il n'y a pas beaucoup de professionnels qui tiennent compte de ces normes, pas de gens suffisamment formés. Je pense que Lisa va vous en parler dans un instant. Il faudrait intégrer les spécificités culturelles, sociales, communautaires pour être plus efficace et avoir des lois qui soient plus ciblées sur ces différentes populations. Quelques exemples. Des campagnes ciblées avec des représentations authentiques des identités LGBT+. Ça veut dire que si on ne prend pas en compte les ciblages, si les messages sont trop généralistes, non genrés, on a très peu d'engagement et on a très peu d'efficacité. C'est pourquoi il faut développer des campagnes qui valorisent l'autonomie et la résistance au marketing, ce qu'on appelle le counter-marketing. On a vu par exemple qu'à San Francisco, ils ont banni le sponsoring tabac au niveau des défilés, des Pride, dès 2015. On a vu qu'ils ont aussi interdit un certain nombre d'arômes, dont le menthol, dès 2020, avec indirectement le ciblage LGBT+. On voit également qu'il faut toujours recontextualiser la dénormalisation vis-à-vis de ces populations, parce que le tabac a trop été associé à la convivialité et à la résistance. On voit en France quelques campagnes, dans la campagne Libre, qui a été développée par l'Alliance contre le tabac et 2 associations LGBT+. L'axe était là bien ciblé. Ce sont des campagnes de prévention, ce n'est pas des campagnes de prise en charge. L'idée, c'était d'informer sur les spécificités du tabagisme dans ces populations et ensuite d'essayer d'améliorer l'accès aux soins. C'est le principe de la libération de la dépendance comme acte d'affirmation de soi. On voit également qu'il faut travailler au niveau des espaces sans tabac dans les lieux communautaires, dénormaliser le tabac dans les bars, dans les clubs, dans les festivals LGBT+, créer des espaces sans tabac. Il y a eu beaucoup d'études aux États-Unis, en particulier en Californie, comme ce programme Smoke Free Pride, qui interdisait le tabac sur les sites de la Pride, avec comme conséquence quand même une réduction de 40% pendant l'événement de la consommation de tabac. En France, il y a différentes associations qui militent également pour intégrer les zones sans tabac, pour accompagner des stands d'information, des matériels de sevrage et essayer de modifier à long terme les normes sociales. Il faut également travailler sur la prise en charge spécifique, travailler avec des groupes de parole, et la paire aidance est particulièrement développée dans ces communautés. Elle semble essentielle pour être crédible. Et dans ces conditions, je vous rappelle juste quelques campagnes aux États-Unis où on a pris en charge les patients LGBT+, par des pairs aidants qui ont augmenté la perception du tabac comme étant non glamour et augmenté l'adhésion aux programmes de sevrage par rapport à des programmes généralistes classiques. Il faut vraiment adapter à la communauté LGBT+. Les politiques de santé doivent évidemment être plus inclusives. Là, une étude récente a montré qu'on avait une augmentation des scores concernant les croyances homophobes et transphobes qui était nettement inférieure quand on avait suivi ce type de programme d'éducation sexuelle plus inclusif. Il faut également intégrer les variables d'orientation sexuelle dans les programmes de prévention. Et par exemple, aux USA, il y a cette variable sexuelle, SOGI, qui est déjà inclue depuis 2018.
On voit qu'en Angleterre, c'est depuis 2021, et on voit en France également que la campagne de Santé publique France 2021 et le plan de lutte nationale contre le tabagisme incluent également la nécessité de mieux documenter ces minorités sexuelles. Dernière diapo, celle de conclusion. J'espère vous avoir convaincu que le ciblage envers les communautés LGBT était fort, avec donc un marketing qui était cynique mais qui a été efficace, que les LGBT+ sont significativement plus exposés et plus réceptifs au marketing que leurs pairs non LGBT, et que donc la réponse de santé publique doit être stratégique, visible et inclusive. Je vous remercie pour votre attention. Alors, même comme tout à l'heure, hein, si vous avez des questions ou des interventions, vas-y, vas-y. En termes de sous-population, les personnes qui sont séropositifs au VIH, est-ce qu'ils consomment plus que la prévalence LGBTQIA+ globale? Et est-ce que les personnes qui prennent la PrEP VIH vont avoir plutôt une prévalence plus importante dans la consommation de tabac? Alors, c'est un sous-ensemble. Vous avez raison de pointer sur ce domaine. Je n'ai pas vu dans les articles que j'ai regardés la réponse à votre question, mais ça mériterait d'être effectivement recherché. Peut-être, Cathy, tu avais vu... il n'y avait pas de relation entre tabac et VIH a priori. On sait quand même que c'est des populations qui sont très fumeuses, mais on a maintenant des programmes de prise en charge assez spécifiques VIH qui sont assez efficaces. Il y a eu des études françaises, en particulier dirigées par les équipes de Bordeaux, qui montrent que, par exemple, la varénicline est particulièrement efficace chez ces patients, avec une bonne tolérance. Et deuxièmement, on a très vite regardé les interactions médicamenteuses entre le tabac et les traitements antirétroviraux. Et ça, on a très vite formé les infectiologues sur ce sujet-là, qui ont relayé l'information. Les patients qui sont en soins VIH sont souvent mieux suivis que le reste de la population, donc bénéficient d'une meilleure prévention. Enfin, tatati tatata, oui. C'est important, mais c'est pas notre cible essentielle aujourd'hui. Voilà. Ça y est, j'ai prononcé le mot cible, je ne voulais pas le dire, mais je l'ai dit. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres? On passe à Lisa. Toi. Merci Lisa. Donc, Lisa est infirmière. On a trouvé ta présentation. C'est à Lille, hein, c'est ça? Non. La banlieue lilloise. Dans la banlieue lilloise, voilà. Tourcoing. Bon. Non, il n'y a pas que Lille. Hein. Voilà. Tout d'abord, merci d'être encore là. Donc, je suis en effet infirmière en addictologie dans un XAPA, tabacologue et sexologue. J'interviens donc en partie en consultation fixe et j'ai aussi une partie de mon temps en équipe mobile addictologie précarité. Voilà. Et là, cette dernière partie, elle va plus s'intéresser aux manières d'aller vers les publics LGBT+, pour aborder le sujet de l'usage du tabac. Alors, ça ne va pas être exhaustif, hein, mais j'ai essayé de montrer au moins un peu de diversité dans les approches. Et dans un premier temps, je voulais revenir un petit peu sur tout ce qui est stratégie de dénormalisation par rapport au risque de stigmatisation des publics. C'est vrai que, en faisant des recherches sur ce sujet, il est beaucoup apparu stratégie de dénormalisation et que ça m'a un petit peu interrogé sur des publics qui pouvaient être marginalisés, les conséquences que ça pouvait avoir de ces stratégies. Par exemple, là, c'est une slide de la Direction générale de la santé qui, par exemple, en petit 2, cite « Associer la consommation du tabac à un comportement marginal contraire aux intérêts des enfants, des adultes et de la société ». Alors, même s'il y a certaines choses que je peux comprendre, associer à un comportement marginal, je me suis demandé quelle perception de ces stratégies pouvaient avoir les personnes LGBT+, et si ça ne pouvait pas être un peu contre-productif, en tout cas pour certaines personnes de cette population.
parce que bien sûr, une personne LGBT+, c'est un groupe très hétérogène, avec plein d'idées différentes, que ce soit politique, etc. Donc voilà, c'est un sujet un peu compliqué. Et, coup de chance, ah non, ça va venir après. Là, je voulais juste faire un petit point par rapport aux normes juridiques et médicales des publics LGBT+. Historiquement, il a fallu attendre 1982 pour que soit abrogé le délit d'homosexualité, 1992 pour que l'homosexualité cesse d'être classée comme une pathologie psychiatrique, 2010 pour que la transidentité soit retirée de la liste des affections psychiatriques, et 2022 pour interdire les thérapies de conversion. Donc quand on parle de dénormalisation et qu'on voit le rapport aux normes qu'on a pu avoir en tant que personne LGBT, notamment du point de vue de la médecine, on peut supposer que ce rapport peut être un peu compliqué. Et peut-être d'autant plus pour les personnes qui se définissent comme queer. Si on reprend la définition de queer, c'est une réappropriation de l'insulte qui voulait dire étrange, et qui est revendiquée par des personnes qui ne souhaitent pas se voir définir par des catégories traditionnelles normatives de genre et d'orientation sexuelle. Alors bien sûr, toutes les personnes LGBT+, ne s'identifient pas comme queer, mais c'est un terme qui est de plus en plus employé par les jeunes générations et qui est très peu utilisé dans les études scientifiques. Alors en partie peut-être par la difficulté à catégoriser, mais aussi peut-être parce qu'elle revêt une dimension un peu politique. Et j'ai trouvé une étude qui s'appelle « Is Smoking Queer ?», qui date de 2018, et justement qui donne des témoignages de personnes queer sur le tabagisme et les stratégies de dénormalisation. Donc c'est une étude quand même où il y a eu plus de 200 entretiens menés auprès d'adultes, alors toujours aux États-Unis, en Californie. Et dans les résultats clés, chez les personnes interrogées, on s'est aperçu que le tabagisme, il est à la fois perçu comme un facteur aggravant des inégalités de santé, mais aussi comme un outil de résistance et un moyen de prendre soin de soi. Et que les efforts de dénormalisation, qui visent à considérer la consommation de tabac comme un comportement déviant, semblent inefficaces, voire contre-productifs pour des personnes dont les identités sociales ont été marquées par la pathologisation, la stigmatisation et la déviance par rapport aux normes. Et pour illustrer ce propos, je vais vous parler de Anna, 20 ans, une personne queer non-binaire, au sujet de la dénormalisation du tabagisme. Donc là, je reprends ses propos. Désolée pour les insultes. C'est tellement putain de stupide. Je me sens socialement inacceptable parce que je suis queer. La dénormalisation, à quel point vous voulez que les gens se sentent encore plus ostracisés, sérieusement. La dénormalisation, littéralement, tu n'es pas normal. Tu es une erreur de la nature. Hier, on m'a littéralement traité de putain de monstre de la nature dans le cabinet de mon médecin. Il a dit, en gros, est-ce que ce que tu es, ce n'est pas naturel. Ça résonne encore dans mes putains d'oreilles. Mais genre, ce n'est pas normal de fumer, ce n'est pas normal non plus d'avoir faim, d'être sans emploi et sans logement. Alors pourquoi on n'en parle pas? Donc, alors, il y a de la colère hein, dans cette slide. On peut aussi se dire, parfois, la dénormalisation, il y a une confusion entre nous, c'est nous qui ne sommes pas normales, mais là, on parle du produit. Mais je trouve que c'est assez facile que ça aille vers les personnes et que ça puisse être mal perçu. Et il y a aussi cette notion de priorité, notamment voilà, quand au niveau des besoins primaires, c'est compliqué. Le fait de fumer, on le voit aussi dans les études par rapport au public précaire, et nombre de LGBT+ sont précaires, c'est pas toujours perçu comme la première des priorités. Il y a aussi ce témoignage de K, une femme queer fumeuse de 27 ans, au sujet du tabagisme comme conséquence d'une souffrance, comme stratégie d'auto-soin. Pour moi, je peux voir autant de messages anti-tabac que je veux. Face à ma douleur intérieure, ça ne veut rien dire. Tant que cette douleur intérieure n'est pas prise en charge, que certains problèmes ne sont pas résolus, ce ne sera pas efficace. En tout cas, pas pour moi. Tu vois ? Donc si le but, c'est juste de faire peur aux jeunes pour qu'ils arrêtent, je ne pense pas que ça fonctionne vraiment. Mais si l'objectif, c'est d'aider les gens à ne plus avoir autant besoin de se soigner eux-mêmes, alors là, ce serait de l'argent mieux investi, selon moi. Et donc cette étude, elle soulève de nombreuses questions, dont celle-ci. Est-ce que la pression sociale contre le tabagisme peut pousser une personne à arrêter de fumer si elle est déjà jugée négativement pour d'autres raisons? Et aussi, si stigmatiser nuit à la santé, pourquoi continuer à utiliser cette méthode en santé publique? Alors, je ne suis pas une experte en santé publique, mais ça me semblait important de commencer par ces témoignages, parce qu'ensuite, je vais vous présenter justement des projets
Et ça pourra peut-être permettre une autre lecture, parce qu'on est parti de témoignages. Donc là, je vais vous présenter des projets de communication, de sensibilisation à destination des publics LGBT+. Alors This Free Life, Gérard en parlait tout à l'heure, donc c'est une grosse campagne, plus de 12 000 participants LGBT. L'idée, c'était de changer les croyances liées au tabagisme chez les jeunes adultes LGBT au travers d'une campagne numérique sur 3 ans. Et donc dans les résultats, en effet, il y a une notoriété, une réceptivité significativement plus élevée dans les marchés et des effets modestes mais significatifs sur 5 croyances liées au tabac. Et globalement, une bonne réception. En autre grosse étude, il y a eu Crush. Alors là, c'était une campagne d'image sociale, en anglais social branding, pour réduire le tabagisme chez les jeunes adultes LGBT à Las Vegas. L'idée aussi, c'était de décourager le tabagisme. Donc cette étude, elle s'inscrivait dans une stratégie de dénormalisation comme la précédente. Donc il y a eu des enquêtes dans les bars LGBT. Près de 2400 personnes ont participé à 2 moments, à 1 an d'intervalle. Et il y a eu une analyse entre les liens entre exposition, compréhension du message et tabagisme actuel. Et on trouve dans les résultats que 60% des personnes exposées ont aimé la campagne, mais ça veut dire que les 40% autres, elles n'ont peut-être pas aimé, ou voilà, peut-être que ce n'était pas approprié pour les autres. Et il y a une diminution d'un peu plus de 7% du tabagisme en 1 an, en lien avec cette exposition ou pas. Ça, c'est un peu difficile à savoir. En tout cas, on ne permet pas de le préciser. Et là, alors là, on n'est plus sur des études, mais sur des recherches sur Internet d'autres projets, d'autres supports. Et je suis notamment tombée sur le réseau WeBreeze, qui est un réseau de soutien aux communautés LGBTQ concernant l'arrêt du tabac en Californie. Et en fait, c'est une mine d'or au niveau des projets. Il y a des formations, du matériel, des supports de communication, d'aide à l'arrêt, une campagne de plaidoyer, une présence sur différents réseaux sociaux. Et donc ça s'adresse à la fois aux professionnels et aux personnes concernées. Et ça permet aussi de les mettre en réseau. Et par exemple, on ne voit peut-être pas très bien, mais en haut à droite, il y a une campagne Instagram où il y a une personne qui dit ma chirurgie d'affirmation de genre arrive bientôt, mais je n'arrive pas à quitter le tabac en mode dinde froide. Alors j'ai appris quelque chose, on sait que dinde froide, ça veut dire arrêter de fumer sans substitut nicotinique, sans aide. Et en dessous, là, je vous ai fait une petite copie d'écran, c'est un webinaire justement sur la prévention du tabagisme pour les personnes queer. Donc il y a plein de choses sur ce site. Et alors, petit coup de cœur, il y a une campagne sur l'impact du tabagisme sur les animaux de compagnie. Par exemple, alors c'est un petit le saviez-vous, former des relations avec les animaux de compagnie est une stratégie d'adaptation commune dans les communautés LGBTQIA+, qui participe à améliorer la santé mentale et à gérer le stress. Et puis à côté, ça parle des résidus du tabagisme sur les surfaces et de l'impact que ça peut avoir sur les animaux qui peuvent lécher ou ingérer ces résidus. Et ensuite, il y a 2 propositions de flyers à destination des personnes transgenres sur ce site. Ce flyer, il explique les interactions entre l'usage du tabac et les prises d'hormones, et aussi lors de chirurgie transaffirmative. Et voilà, il a un contenu visuel assez positif, inclusif. Il y a des contacts pour obtenir du soutien. Et il y a aussi des sources scientifiques citées. Et aussi, il y a un autre flyer qui, lui, reprend l'esthétique des zines, donc fanzines, des petites revues autoproduites qui sont assez courantes dans les milieux alternatifs, notamment dans les milieux queer. Et ça parle en on, en nous. Les textes et images sont produits par une personne concernée. Et alors, j'ai pas pu vous mettre tout le flyer, mais en tout cas, il n'y a pas de citation scientifique. Et je me dis que voilà, ça peut être aussi complémentaire, qu'en fonction du public, on va plus ou moins se retrouver dans ce genre de zine. Si par exemple on a de la méfiance par rapport au corps médical, à la science, qui a pu être oppressive aussi envers ces personnes, et qui l'est encore, que sur ce support. Mais bon, plus on a le choix, peut-être plus il y a de chances de toucher du public et que ça fonctionne. Il y a aussi des initiatives en Australie,
notamment une plateforme de sensibilisation sur la thématique du cancer spécifique aux communautés LGBTQ+, qui a une page avec plein de conseils personnalisés, des vidéos de prévention, là aussi dans une dynamique assez positive. Et la ligne Quit, qui est l'équivalent de notre tabac info service, qui a une page spécifique d'aide pour les personnes LGBTQI, qui est aussi assez intéressante. Au Royaume-Uni, donc plus proche de chez nous, il y a une forte dynamique, je ne sais pas trop pourquoi, autour de Manchester, avec plein de choses, notamment des groupes de parole, des consultations de tabacologie avec des partenaires safe identifiés. Il y a le programme Queer as Smoke dans le Yorkshire, avec notamment l'envoi de kits de vape envoyés aux personnes majeures gratuitement. Il y a aussi des partenariats avec le National Health Service, donc le service de santé institutionnel en Angleterre, avec des programmes de 8 semaines à destination des personnes LGBTQ+. Donc il y a à la fois voilà, une dynamique associative, institutionnelle au Royaume-Uni. J'ai essayé de les contacter pour avoir un peu d'infos, si c'était efficace, s'il y avait des retours et tout, mais ils ne m'ont pas répondu. Voilà, j'ai tenté. Et alors en France, donc voilà, Gérard en a parlé tout à l'heure, la campagne Libre, s'affirmer sans fumer, qui a eu quand même plus de 349 000 vues sur YouTube, qui était issue d'une coopération entre l'Alliance française contre le tabac, la Fédération LGBTI+, et Outtrans. Donc tout à l'heure, ça a été cité, plaider pour le financement d'études, soutien du déploiement d'un programme de sensibilisation nationale et de développer des temps de formation et de sensibilisation à destination des professionnels. Et alors j'ai contacté les 3 associations et en fait il n'y a pas eu de suite à cette campagne. Donc on n'a pas eu des retours des effets qui avaient pu être engendrés et il n'y a pas eu de retour par rapport au plaidoyer malheureusement. Mais voilà, elle a le mérite d'exister, je vous invite à la regarder, elle dure 1 ou 2 minutes. En France, alors j'ai retrouvé aussi une initiative dans un centre LGBTI+, à Bordeaux, le Gyrophare, où il y a des consultations de tabacologie au sein de ce centre. En fonction des centres, ça peut être... les consultations externes peuvent être intégrées ou pas. Moi, par exemple, à Lille, le centre ne souhaitait pas forcément, le centre LGBT du territoire ne souhaitait pas forcément que des professionnels viennent faire des consultations dans ce lieu, même si on fait partie de la communauté. Voilà, ça dépend des centres. Donc, c'est aussi important de s'intégrer aux réalités de son contexte, d'aller rencontrer les personnes, d'évaluer voilà, les besoins et d'essayer de ne pas être trop intrusif non plus, tout en proposant des possibilités si ça intéresse, quoi. Il y a aussi plusieurs centres de santé sexuelle en France à destination des publics LGBT+, qui proposent des consultations d'addictologie, mais je ne sais pas à quel point, au sein de ces consultations d'addictologie, la tabacologie est intégrée comme priorité. Au sujet de l'abord du tabagisme dans les centres de santé LGBT+ friendly, j'ai retrouvé une petite enquête qualitative aux États-Unis, des entretiens menés auprès de responsables de structures qui montraient que l'évaluation du tabagisme était très variable selon les centres, qu'elle dépendait souvent de l'engagement et de la formation des membres du personnel, et surtout qu'elle était en concurrence avec la lutte contre d'autres comportements à risque pour la santé. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup en pratique, mais pas qu'avec les personnes LGBT+, et vous qui êtes sûrement en addictologie pour beaucoup, vous le vivez aussi. Le tabac, c'est souvent, bon, on verra plus tard, on s'occupe d'abord du plus urgent, qui a le plus de conséquences, en tout cas pour la personne au quotidien. Et je me suis intéressée à si il y avait des programmes d'aide à l'arrêt du tabac spécifiques aux personnes LGBT et si ils étaient plus ou moins efficaces. Et coup de bol, il y a une étude qui est sortie en octobre 2025, une revue systématique sur le sujet, donc avec 13 articles retenus évalués par les pairs, dont 11 études aux États-Unis, 2 essais randomisés contrôlés seulement, avec différents types d'approches, des groupes en présentiel, des groupes Facebook, sites web, etc. Les éléments communs de ces études qui ont été sélectionnés, c'est qu'elles intègrent une psychoéducation spécifique aux personnes des minorités sexuelles et de genre, donc l'intégration du modèle de stress minoritaire, des informations sur le marketing de l'industrie du tabac, une mise en avant des soutiens des ressources au sein de la communauté, des groupes de soutien entre pairs, etc. Et l'inclusion de références culturellement significatives en référence à des événements historiques liés aux minorités sexuelles et de genre, des images de couples LGBT, etc. Alors, dans les études randomisées, il y avait celle-ci, Courage to Quit, donc qui a été adaptée d'une intervention standard, mais là avec une intervention ciblée culturellement.
donc 172 personnes dans l'intervention ciblée, 173 dans la standard, 6 sessions de groupe combinées à 8 semaines de substitution nicotinique. Et dans les principaux résultats, on voit que le ciblage culturel, il a amélioré l'acceptabilité de l'intervention, mais il n'a pas apporté de bénéfices supplémentaires en termes de résultats de sevrage tabagique. Il y a une autre étude qui utilisait la thérapie d'acceptation et de l'engagement avec des jeunes personnes fumeuses de 18 à 30 ans et un public LGBT+, bien sûr. Donc c'était des sessions avec des avatars qu'on pouvait, je crois, plus ou moins personnaliser. Il y avait un taux de 93% de satisfaction du programme et 23% d'abstinence confirmée biologiquement, mais seulement à 7 jours, donc c'est un peu juste pour l'évaluation. Mais globalement, il y a eu un bon accueil. Et là, j'avais l'impression que ça se faisait plus trop par SMS, mais aux États-Unis, apparemment, il y a encore pas mal de programmes d'aide à l'arrêt du tabac par SMS. Et donc, il y avait une étude pour adapter ce programme d'arrêt du tabac par SMS aux minorités sexuelles et de genre. Donc, c'est une petite étude, 18 participants en début d'étude, seulement 9 en fin d'étude, et qui montrait qu'à la fin, le taux de réponse aux SMS sur mesure était quand même plus élevé que pour les SMS non sur mesure. Alors, dans les limites de cette étude, il y a une seule étude qui inclut une biovérification de l'abstinence 6 mois après l'intervention. Une seule intervention était spécifiquement conçue pour les personnes transgenres et de genre divers. Je ne vous l'ai pas mise parce qu'il n'y avait que 5 personnes dedans et pour moi, elle n'était pas très significative. Les petites tailles d'échantillons et les études non randomisées rendent l'interprétation des données difficile. Donc, en clair, aucun schéma clair d'efficacité n'a été identifié. Les données suggèrent que les interventions de sevrage tabagique peuvent être adaptées de manière acceptable, mais il faudrait des recherches supplémentaires pour savoir si c'est plus efficace d'avoir des interventions ciblées que des approches non ciblées. Et pour finir, même si, alors je suis désolée s'il y a des personnes qui sont déjà très sensibilisées à ces sujets, ça va peut-être être redondant, mais comme on parle aussi d'accueil, voilà, parce que à la base, on m'avait demandé de faire un topo sur la prise en charge des personnes LGBT+, au sujet du tabagisme. Et je me suis dit que l'enjeu, il était peut-être plus autour de la communication et de l'aller vers. Mais là, c'est quand même un petit topo sur des éléments intéressants d'accueil. Et on pourra aussi en discuter, c'est peut-être pas exhaustif. Par exemple, la communication des signes alliés sur les sites web, Doctolib, les brochures des lieux d'exercice dans la salle d'attente, si c'est possible, et si vous êtes friendly, parce que si vous n'êtes pas friendly, il faut mieux pas les mettre, d'indiquer, non mais je préfère, mieux vaut être prudent, du coup des drapeaux, alors il ne faut pas en mettre non plus des tonnes, mais un petit drapeau voilà, à côté des images, des affiches, des brochures qui représentent les personnes LGBT+, des écrits en écriture inclusive dans la mesure du possible, une charte d'accueil, ça peut être aussi intéressant et ça peut inclure aussi d'autres personnes potentiellement discriminées, et des mentions de formation sur ces thématiques. Ce sont toujours des éléments rassurants qui sont fortement cherchés aussi par les personnes de ces communautés. Alors peut-être pas spécifiquement quand on recherche un tabacologue, mais quand même on se sent toujours quand même un peu plus à l'aise si on a un petit indice que la personne est friendly. Et même si on ne va pas forcément dire, on ne va pas forcément avoir besoin de demander l'orientation de la personne, mais en tout cas pour la personne, ça peut être un élément sécurisant. Il y a aussi des listes. Alors je sais que ça a fait un peu débat dernièrement, les listes de personnes soignantes. Donc il y a des listes sur lesquelles nous on ne peut pas s'inscrire parce que c'est des listes qui sont issues de l'expérience de personnes concernées en allant voir des personnes soignantes. Et donc ça, on ne peut pas les modifier. Donc ça peut être des expériences positives comme négatives d'ailleurs. Et il y a des listes où nous, on peut s'inscrire en tant que personne soignante. Alors il faut passer certaines étapes, normalement, signer une charte, passer un entretien, suivre une formation, pour pas que n'importe qui puisse se mettre sur ces listes, justement. Donc, par exemple, il y a Chrysalide qui a une liste pour des personnels soignants trans-friendly, médecins gay-friendly. Ça s'appelle médecins gay-friendly, mais c'est pour les professionnels de santé en général, et c'est pas que pour le public gay. Psy safe inclusif, thérapeute féministe. Voilà, ces listes fonctionnent différemment. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Et alors, l'importance du premier accueil, c'est que moi j'ai eu des retours de personnes que j'ai orientées vers d'autres structures, notamment pour des sevrages, etc., et qui dès le premier accueil ont bloqué parce que y a le sujet de
c'est un homme, c'est une femme, et la personne voilà, s'est sentie super gênée et est repartie. Donc ça arrive quand même encore fréquemment. Et donc au premier accueil, quand on ne connaît pas, si on peut éviter de dire bonjour madame ou bonjour monsieur, on éviterait déjà beaucoup de mégenrage. J'ai envie de dire, mieux vaut un bonjour tout court chaleureux qu'un bonjour madame qui mégenre et qui foire, quoi. Donc voilà, j'en fais souvent l'expérience parce qu'on m'appelle souvent monsieur, et puis après le personnel soignant il dit oh excusez-moi madame, et du coup la personne est gênée, et puis moi je suis gêné de gêner la personne, alors qu'en fait si on disait juste bonjour, je trouve que ça serait plus simple. Alors peut-être que dans les autres générations c'est important de dire le bonjour madame ou bonjour monsieur, mais en tout cas moi je serais plutôt d'avis de passer au bonjour tout court. D'une façon générale, ne pas supposer de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la personne. Respecter l'autodétermination, respecter le pronom, les pronoms, le genre cité par la personne, même s'il ne correspond pas à son état civil et à sa carte vitale. En général, la carte vitale met plus de temps à changer que l'état civil, donc vous pouvez avoir une personne qui se présente en tant que « il » et dont la carte vitale est encore au féminin. Donc c'est important de faire attention à tout ça pour mettre à l'aise la personne, et parfois on n'a pas besoin forcément de tous ces éléments. Et pour le personnel administratif, pour qui ça peut être un peu plus compliqué, il y a des formations spécifiques aussi qui existent. Aussi, l'approche biopsychosociale globale, elle est pertinente, mais il faut éviter de poser des questions de curiosité qui ne sont pas liées à la demande de la personne et qui n'ont pas d'intérêt pour votre pratique. Et ça, les personnes trans notamment sont encore beaucoup sujettes à des questions de curiosité, et c'est important d'éviter ça. Et aussi avoir connaissance des vulnérabilités possibles des personnes sans les essentialiser comme vulnérables de par leur orientation, leur identité de genre. Ce n'est pas parce qu'on a pu le voir avec les chiffres, il y a une forte prévalence de stress minoritaire, etc., que toute personne LGBTI a un problème de santé mentale et que c'est le cœur de son problème en lien par exemple avec l'usage du tabac. Donc voilà. Et enfin, pour aller plus loin, il existe des formations portées par différentes associations. Pareil, la liste n'est pas exhaustive, mais par exemple, le CRIPS propose une formation de 2 jours sur améliorer l'accueil et la prise en charge des personnes LGBTQI+, SOS Homophobie aussi, Out-Trans et Espace Santé Trans proposent des formations qui sont, disons, Out-Trans, c'est un peu les bases, et en général, Espace Santé Trans, ça va être des formations un peu plus spécifiques, un peu plus poussées. Voilà. En conclusion, les stratégies de dénormalisation, elles doivent s'intéresser à l'histoire et à la culture des personnes LGBT+, afin d'éviter les approches stigmatisantes. De nombreuses personnes LGBT+ fumeuses décrivent que le tabagisme il a une fonction face à une souffrance, donc c'est important de la prendre en compte et d'orienter si nécessaire. Voilà. Aussi, dans un contexte de difficulté d'accès aux soins, ça peut être intéressant d'explorer différentes stratégies d'aller vers, par exemple dans les centres LGBT+, en visio, par application, voilà, tous, comme je le disais tout à l'heure, en s'adaptant au contexte, aux besoins ou non-besoins des personnes exprimées. Et enfin, on manque cruellement d'études en France sur le tabagisme des personnes LGBT+, et ce qui serait intéressant aussi, c'est de les co-construire avec des personnes concernées, et ça pourrait peut-être aider à une meilleure compréhension du sujet dans notre contexte et mieux adapter nos pratiques. Je vous remercie. La parole à la salle. On a encore un petit peu de temps, donc c'est bon. Allez. Bonjour, je suis infirmier à la prison de la santé. Okay. Donc, on fait beaucoup de consultations tabac, donc effectivement on est un petit peu moins sur le public LGBT, parce que c'est des choses qui sont un peu plus complexes à identifier en tout cas, parce que c'est des choses qui se disent beaucoup moins dans le milieu carcéral. Je voulais savoir, parce que du coup on fait des consultations, je fais aussi des consultations à l'extérieur dans un centre à l'extérieur, et effectivement, comment vous initiez le sujet ? À partir du moment où quelqu'un vient comme ça de façon assez neutre, voilà, on ne sait pas de quel genre s'identifie ou autre, comment vous amenez le sujet ? Comment à un moment vous savez que vous allez le prendre dans un contexte, comme on vous expliquait, avec la spécificité de la personne, comment vous arrivez à aborder le sujet ? Tout simplement. Est-ce que vous lui demandez ? Question bête, parce que moi c'est pas quelque chose que je fais foncièrement.
voilà, je prends la personne, je rentre un peu dans le vif du sujet tout de suite sur la consultation tabac et on met les choses en place, des stratégies, etc. Comment vous amenez ça? Alors, je ne pose pas la question de l'orientation sexuelle, ni de l'identité de genre d'ailleurs. C'est plutôt, voilà, je ne sais pas pour vous dans vos structures, mais nous, on a des entretiens, quand même, on a une trame d'entretien assez complète lorsqu'on fait un premier entretien. Et en général, ça vient dans la conversation, mais parfois ça ne vient pas. Et j'ai sûrement des personnes en consultation de Tabaco qui sont LGBT+, et je ne le sais pas. Et en soi, ce n'est pas forcément un problème. Je pense que l'idée, c'est surtout que pour des publics qui ont vécu pour beaucoup des discriminations dans l'accès aux soins, qu'on se montre le plus accueillant, accessible possible et un minimum formé, parce que c'est pas vrai qu'on n'accompagne pas tout le monde pareil. Il y a des petites choses à savoir aussi pour être respectueux, respectueuse. Et voilà, en tout cas, pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait besoin de savoir pour accompagner, d'autant plus en tabacologie. J'ai aussi un exercice en sexologie, là c'est peut-être un peu plus différent. Mais en même temps, voilà, c'est toujours à la personne de se sentir libre d'aborder ces sujets-là, et ça serait intrusif. Alors, il y a aussi des structures qui doivent codifier hommes, femmes. Alors, pour le secrétariat, parfois, ça peut être un peu compliqué, puis il n'y a pas toujours toutes les options. Donc ça, c'est aussi un sujet. Mais en tout cas, de mon côté, voilà, c'est plus de mettre à l'aise la personne pour qu'elle puisse se sentir de l'exprimer. Et je pense que, par exemple, quand on ne se sent pas à l'aise avec un professionnel de santé, on va avoir tendance à utiliser des termes épicènes pour parler de notre compagne, parce que voilà, on va avoir un peu peur que ça soit perçu négativement. Et donc aussi peut-être être attentive à ces signaux-là et de reformuler. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à compléter là-dessus. Dans les consultations de sevrage tabagique, donc souvent, je demande s'ils vivent seuls ou s'ils sont accompagnés, dans la mesure où l'autre est fumeur. Est-ce que ça leur pose problème? Et donc, c'est là que souvent ça vient un petit peu sur le tapis, où ils nous parlent de leurs compagnons, soit du même sexe, soit d'un sexe différent, par rapport à la difficulté de gérer un sevrage alors que l'autre fume à côté. Et donc ça vient assez simplement. Ou parfois aussi, les personnes me disent je voudrais arrêter, mais c'est compliqué parce que d'emblée, ils vont parler de la violence du compagnon. Ou, voilà, donc ça vient comme ça, en laissant ouvert. C'est-à-dire que moi, je démarre les consultations de façon assez ouverte et les gens s'expriment sur leur histoire. Et donc, ça vient ou ça vient pas, comme tu dis. Hein, mais... Et pour le genre, on peut demander à la personne quel pronom elle souhaite utiliser. Si c'est une personne sensibilisée, elle pourra vous le dire. Après, c'est risqué aussi que pour certaines personnes, elles se demandent ça veut dire quoi un pronom, et en même temps, c'est aussi l'occasion de l'expliquer, pourquoi pas. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une discrimination vis-à-vis des soignants? Vis-à-vis des soignants, c'est-à-dire vis-à-vis des soignants LGBT. Dans une équipe, si on a quelqu'un LGBT, oui. Est-ce qu'il est discriminé par ses collègues? Non, parce que c'est une bonne question. Moi, ma réponse spontanée, je vais vous la donner, c'est pas un problème. Moi, ma réponse dans mon équipe, c'était pas un problème. C'est-à-dire qu'on ne posait pas cette question-là. Et si quelqu'un commençait à poser la question, je lui demandais, mais pourquoi tu poses cette question-là? Je ne comprenais pas. Enfin bon, je le faisais un petit peu exprès en tant que chef de service, si vous voulez, mais parce que pour moi, il n'y avait pas de raison. La seule raison, en tant qu'addictologue, c'était de rechercher un PTSD, où là, effectivement, c'est une vraie question, parce qu'on recherche un traumatisme. Mais sinon, je ne vois vraiment pas pourquoi. Et deuxièmement, dans l'équipe tel qu'on l'avait constitué, il y avait des gens avec des profils très différents. Ce qui fait que finalement, quelqu'un qui arrivait, il choisissait son intervenant, et c'est lui qui décidait d'aller voir un tel ou une telle
pour pouvoir être pris en charge. Donc ça simplifie énormément le problème en s'y prenant. Bon, alors maintenant, c'est peut-être idéal, c'était un centre un peu pilote à l'époque. Si je peux rebondir sur ces deux sujets, même si ça dévie peut-être un peu du sujet, mais bon, on est des millions de professionnels de santé en France, bien sûr que voilà, il persiste de l'homophobie, y compris dans le milieu du soin. Moi, en parallèle, je suis membre d'un collectif féministe de personnes soignantes où nombre d'entre elles ont vécu des discriminations de la part de leurs collègues par leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Et par rapport au deuxième sujet sur le choix ou de la professionnelle, là encore, ça dépend où on travaille. Par exemple, si on travaille dans un XAPA, qu'on sait qu'on a un ou une collègue qui est homophobe, mais que dans le XAPA, en fait, les orientations, c'est à la première personne qui a de la place, les personnes, elles vont pas pouvoir choisir et on va pas pouvoir forcément s'identifier comme safe si on sait qu'au sein de notre structure, il y a des personnes qui sont pas safe et c'est compliqué à mettre en place. Donc il y a aussi la réalité que, en fonction de nos moyens, on va accéder parfois plus facilement, en effet, si on veut accéder à un psychologue, par exemple, une psychologue en libéral qui montre des signes qu'il est well et friendly, ça peut être rassurant. Mais en CMP, c'est plus difficile à savoir. Donc forcément, alors bien sûr qu'il y a du bouche à oreille, il y a des groupes Facebook, Signal, pour essayer de s'entraider dans les communautés pour savoir qui est safe. Et puis après, on peut être safe pour quelqu'un et pas pour l'autre. Et puis il y a aussi des fois un cumul de... on peut être une personne LGBT et racisée, et puis il peut y avoir une personne qui n'est pas homophobe mais qui est raciste. Enfin, c'est très compliqué en fait d'être safe et d'être safe au maximum pour tous en fait. Merci. Moi, j'ai une petite question peut-être un peu pratique. Vous disiez que les lieux un peu plus communautaires étaient parfois demandeurs d'avoir des consultations sur place, par exemple de tabacologie, mais dans votre cas, vous disiez que ce n'était pas forcément une demande, que c'était plutôt pas une volonté. Ouais. Comme une des solutions, c'est l'aller vers. Ouais. Finalement, est-ce qu'on a une idée un petit peu des freins de ces lieux-là pour justement ne pas souhaiter avoir des consultations sur place par des personnes formées, etc. Alors justement, j'avais envie de faire une étude sur le sujet, mais j'étais un peu speed, là j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer l'intervention, donc je me suis dit je vais pas me relancer dans une étude, surtout si j'ai pas le temps de traiter les résultats, mais en effet j'avais envie d'aller interroger les membres, parce que c'est souvent des bénévoles associatifs, de structures, de collectifs LGBT et queer, pour en savoir plus, parce qu'en effet il y a des structures qui accueillent très volontairement des consultations extérieures, et il y en a d'autres qui tiennent à préserver le fait que ça ne soit pas médicalisé. Et ça, il suffit de leur demander. Alors comme autre moyen d'aller vers, je pensais éventuellement mettre un petit flyer pour proposer des consultations de tabaco bénévoles en visio, par exemple. Ou voilà, il peut y avoir peut-être d'autres options. Pourquoi c'est pas souhaité parce que je pense que pour beaucoup qui ont vécu des discriminations en santé, il y a dans le souhait de se sentir safe, il peut y avoir une insécurité à ce que des professionnels de santé s'intègrent dans leur lieu communautaire. Je pense que c'est une des raisons. Et il y en a d'autres pour qui c'est important. Mais voilà, il y a tellement aussi d'hétérogénéité dans les collectifs LGBT queer que c'est compliqué d'avoir une réponse uniforme, et je trouve que ça serait intéressant de faire une petite enquête, s'il y a des personnes intéressées. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Moi, pour revenir, je me disais, après tout, il faut faire une safe dénormalisation. C'est ça ? Je ne sais pas s'il faut faire toujours de la dénormalisation, mais... Non, mais nous, on est un peu contraints aujourd'hui de parler de dénormalisation. Je ne vous cache pas, c'était une commande un peu de notre société, parce qu'on est là-dedans, on est confronté à ce problème, et on participe à ce collectif en tant que SFT, donc, même si ce n'était pas notre projet initial, on a été intégré là-dedans. Donc la question, comme ça va être quelque chose qui va de plus en plus se développer, nous, en tant que soignants, il va falloir qu'on intervienne pour que cette dénormalisation ne s'accompagne pas d'exclusion
ou de... Ouais, et c'est pas évident parce que ça fait partie du principe de dénormalisation, j'ai l'impression. Ben voilà, c'est un peu la contradiction dans laquelle on est. Bon, donc c'est pour ça que je vous posais la question, faire la safe dénormalisation. Allez-y, oui. Moi, je pense que, je suis médecin addictologue à Lyon. J'aborde les choses le plus simplement possible. Je pense qu'il faut être systématique à poser la question pour tout le monde, en fait, dans le sens par rapport à... C'est pas l'orientation sexuelle, ni le genre, ni rien, mais en fait, de faire un entretien type comme tout le monde, et après, en fait, ne pas... parce qu'en fait, ma crainte, c'est que si on aborde la question par des particularités, je pense qu'on va tomber dans une stigmatisation, on va chercher ce genre et cette catégorie de personnes, et ça me gêne beaucoup. Moi, quand j'aborde une personne, en fait, tout simplement, un patient, c'est un patient, et je fais le même entretien avec tout le monde, et en fonction de ce qu'il exprime le patient, ce qu'il souhaite le patient, s'il veut aborder la question ou pas, et ma prise en charge pour le tabac, par exemple, elle restera pareil pour tout le monde, en fait. Donc, je sais pas, en fait, j'arrive pas à faire en fait des particularités dans mes prises en charge comme ça, parce que si je raisonne en particularité, je vais rentrer dans une espèce de c'est le cas de notre dépistage pour l'hépatite C. Au début, on a pensé qu'il faut vraiment cibler une population pour un peu dépister ces patients-là, et on s'est rendu compte dans notre panel de patients addicts, il vaut mieux être systématique pour repérer ce genre de problème. Donc, concernant la prise en charge de tabac, honnêtement, je pense pas que je vais pas être attentif à d'autres signes pour aborder la question. Je sais pas votre ressenti, mais pareil. Enfin, peut-être que je me suis mal exprimée, mais en tout cas, oui. Face à la première demande sur la prise en charge spécifique, pour moi, il ne se dégage pas quelque chose de spécifique, mais c'est plutôt d'avoir une sensibilisation par rapport au public peut-être qui peuvent être plus vulnérables d'une façon générale pour pouvoir les accueillir avec le moins de maladresse possible. Parce que il y a aussi des personnes qui disent oui, on accueille tout le monde pareil, mais en fonction des discriminations qu'on peut vivre, il peut y avoir certaines spécificités à prendre en compte, mais dans l'accueil, bien sûr que et la prise en charge, c'est la même trame, il n'y a pas pour moi de besoin de faire des consultations spécifiques. Par contre, quand on sait que certains lieux peuvent représenter pour des personnes historiquement discriminées peut-être un stress de consulter, peut-être qu'on peut imaginer des stratégies d'aller vers. Pour moi, la clé, elle est peut-être plus dans les manières de se rendre accessible que dans les manières de prendre en charge. Il est 31. Oh c'est bien. Ça donne une excellente conclusion. On va remercier tout le monde, les amis, les assistants. Et puis vous retrouverez tout ça sur les réseaux sociaux, comme on dit maintenant. Ah bon? Voilà. Et puis pour ceux qui veulent, vous venez à Caen au mois de novembre. Il y aura le congrès de la SFT. Voilà.